Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Ah, je vais pas tout vous présenter parce que je me doute que vous connaissez les VPN. Vous pourrez du coup débloquer du contenu indisponible en France sur plus de 35 plateformes de streaming, dont Netflix et Disney+. D'ailleurs, se débarrasser des contraintes liées à la géolocalisation, c'est la grande spécialité de ce VPN. Vu qu'il dispose de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents. Mais surtout, CyberGhost est un allié de confiance. Il ne conserve aucune donnée personnelle, si bien qu'il y a déjà plus de 38 millions de personnes qui l'utilisent déjà à travers le monde. Grâce à un VPN, vous pourrez contourner les restrictions liées à la géolocalisation et ainsi de profiter de One Piece ou de SNK sur Netflix par exemple. Ou même d'accéder à des chaînes qui ne sont pas disponibles en France comme Fun Animation par exemple. J'ai obtenu pour vous une remise exclusive grâce à mon lien que j'ajoute dans la description qui vous permet de bénéficier d'une offre spéciale 84% et 4 mois offerts, soit 1,94€ par mois. C'est un produit facile à utiliser et qui ne vous demandera aucune compétence en informatique et au moindre problème, vous pouvez bénéficier d'un service client 24h/24 et 7 jours sur 7 disponible en français. Et il y a même une option d'abonnement qui permet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Ils ont tous une garantie satisfait ou remboursée qui est quand même extra longue, quand même 45 jours quoi. Il vous suffit de passer par le lien disponible en description. Alors salut tout le monde, avant de commencer, je tenais à vous dire que la chaîne manga, elle va quelque peu changer au fur et à mesure du temps en tout cas. Avec Azuria, on a vraiment réfléchi et on s'est dit que c'était dommage de faire de cette nouvelle chaîne une sorte de version manga de la première. Du coup, on va tous les deux se recentrer sur des sujets qui sont parfois plus personnels et parfois plus fun en tout cas. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à nous demander une vidéo sur les souffles dans Demon Slayer. Mais après réflexion, on s'est rendu compte que le sujet n'était pas forcément très pertinent et qu'on n'avait pas grand chose de plus à vous dire que ce que vous pouvez déjà trouver sur les wikis en fait. En revanche, on s'est vraiment intéressé aux raisons du succès du manga. Un succès d'abord discret qui a fini par exploser les records de vente et dont le premier film est aujourd'hui le film ayant réalisé le plus gros box-office de tous les temps, tout genre confondu. Beaucoup de paramètres rentrent en compte pour expliquer cette ascension et on va éviter de tourner autour d'un faux débat, à savoir est-ce que Demon Slayer c'est surcoté, car globalement, toute œuvre relativement bonne et qui jouit d'une immense popularité peut être considérée comme telle. Bref, je vais laisser Alcor se faire un plaisir de vous parler des atouts du manga, ou plutôt... Demon Slayer est une œuvre globalement très appréciée avec une communauté plus modérée. Tout le monde admet plus ou moins qu'il s'agit d'une bonne histoire mais qu'elle n'a rien d'exceptionnel en soi et qu'elle n'aura jamais l'impact sur les générations futures d'un Naruto en France par exemple. Eh bien sur l'impact je suis plutôt d'accord mais je pense tout de même que c'est un peu trop réducteur de se dire que Demon Slayer manque d'originalité ou de qualité propre. On va d'ailleurs vous en lister quelques-unes. Le protagoniste de l'œuvre est un personnage classiquement tragique et sans défaut majeur mais qui se distingue tout de même de ce qui se fait en matière de shonen par sa très grande empathie et sa sensibilité. Un trait qui revient de plus en plus dans les Neketsu récents d'ailleurs. Son but n'est pas de devenir le protecteur du monde, le premier ministre de Konoha ou le roi des Avengers, mais simplement de protéger et de sauver sa petite sœur, la seule famille qui lui reste. C'est un but plus modeste mais également plus crédible, plus humain et moins égoïste que la plupart des héros de shonen. Prenons Dragon Ball par exemple. Alors, j'adore Goku, mais personne n'aime le personnage juste parce qu'il cherche à être le meilleur. C'est pas une qualité ou un trait qui suscite l'admiration en soi, surtout quand le personnage peut apparaître un petit peu comme étant négligent quoi. Mais en tenant compte de l'écriture relativement légère du manga, on va surtout être marqué par son courage, sa détermination ou lorsqu'il arrête de plaisanter pour protéger la Terre. Je vous raconte ça car souvent dans les shonen, le protagoniste a raison et suscite l'adhésion du plus grand nombre davantage parce qu'il est le protagoniste plutôt que pour ses qualités humaines. Et lorsqu'il parvient à débloquer une situation quelconque, c'est souvent plus parce que cela coïncide avec ses objectifs que parce qu'il a souhaité faire un détour pour aider quelqu'un en fait. Alors que dans Demon Slayer, finalement, vaincre Muzan et éradiquer les démons, c'est un peu le but de tout le monde, plus que celui du héros. Aussi, on s'intéresse très vite à la vie de Tanjiro. Elle n'est pas un mystère pour nous, et même si sa famille est décédée, on apprend rapidement l'essentiel sur eux, sur la vie qu'ils avaient ensemble et sur leur relation entre eux. Tanjiro et Nezuko étaient des enfants heureux qui se sont vus leur bonheur arraché par un démon et qui ont dû rapidement s'adapter et grandir pour survivre. Et bien sûr, cela n'empêche pas Tanjiro d'être comme tout bon protagoniste de shonen,
le hasardeux descendant de la seule personne qui aurait pu battre Muzan. Cela n'empêche pas Nezuko d'être un simple ressort scénaristique et fanservice qui manque clairement de développement, mais rappelez-vous, on se concentre ici sur les raisons du succès du manga et non simplement de sa qualité globale. Zenitsu et Inosuke sont des personnages assez classiques, mais qui ont justement le mérite d'être deux en fait. Ce sont pas vraiment des rivaux, mais bien des compagnons de Tanjiro. Inosuke a des problèmes d'ego, mais c'est pas lié à un personnage en particulier, et Zenitsu ne possède pas uniquement un gros potentiel. Il est très fort dès le début, même si c'est plus à son propre insu. Les deux personnages ont comme Tanjiro un passé tragique derrière leur comportement de façade, et ne sont pas de simples comic relief, même si, attention, leur humour passe globalement très bien en tout cas. Ce qui est intéressant dans la dynamique qui unit les trois, c'est qu'ils sont pas véritablement rivaux et qui cherchent à vaincre les démons avant tout plutôt qu'à déterminer qui est le plus fort. Inosuke et Zenitsu sont opposés mais pas en tant que rivaux, c'est davantage idéologique. L'un est fonceur et a tendance à se surestimer, l'autre est lâche mais réfléchi. L'absence de véritable rivalité parmi les personnages principaux, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans les Neketsu en fait. Dans sa simplicité, Demon Slayer se débarrasse aussi d'un fardeau assez important dans la plupart des shonen, à savoir le nombre de personnages et les équipes que les protagonistes vont rencontrer. En général, c'est un bon moyen d'étendre le lore de personnages déjà existants, mais on finit forcément par rester sur notre faim. Et beaucoup de personnages qui auraient pu être intéressants finissent même par être oubliés ou simplement être mis de côté avec toutes les zones d'ombre qui vont avec. Difficile par exemple de croire que toutes les intrigues secondaires et tertiaires seront un jour résolues dans One Piece, même si personnellement je continue d'y croire. Le nombre restreint de personnages fait que Demon Slayer va rapidement à l'essentiel. Concrètement, il n'y a qu'un seul groupe de méchants avec un big boss dans tout le manga, et qu'un seul groupe d'alliés en plus des amis du protagoniste pour l'épauler dans son aventure. Et finalement, comme ils ont tous le même objectif, faut pas s'attendre à 50 péripéties différentes avant que les personnages acceptent de collaborer entre eux. Mis à part Muzan qui occupe bien la place du gros méchant très méchant, les adversaires ce sont pas uniquement des êtres horribles et vils, mais bien d'anciens humains qui ont péché et qui ne peuvent pas revenir en arrière. C'est la transformation en démon qui les a corrompus petit à petit, mais ils avaient de base un objectif à atteindre, un problème à résoudre. Les adversaires sont des êtres en souffrance qui ne se sont pas forcément rendus compte qu'ils empruntaient un mauvais chemin. Ils peuvent vivre éternellement à l'ombre, dans le regret, tandis que les chasseurs de démons ont choisi de vivre leur vie pleinement, peu importe les risques, sans avoir à se cacher. Et du coup, attention spoiler, allez à ce moment-là de la vidéo si vous souhaitez pas vous faire spoiler. Du coup, j'attends un petit peu. Petite danse. La fin du manga avec l'épilogue dans le monde d'aujourd'hui appuie vraiment le côté tragique des antagonistes. Aucun démon ne s'est réincarné, aucun n'a eu le droit à une seconde chance. Muzan, comme on l'a dit, c'est vraiment le bâtard de service quelque part, mais à la manière d'un Freezer, ça, il le fait très bien. Le décalage entre le style du personnage qui semble chétif et sa grande cruauté, y compris avec les siens, fait de lui un personnage qu'on aime vraiment détester et dont on a envie de voir la chute. Les styles de combat dans Demon Slayer sont pour la plupart assez proches les uns des autres. Un coup de sabre enflammé, un coup de sabre à queue ou un coup de sabre électrique, c'est un peu la même chose finalement. Les démons ne sont pas des Pokémon et les éléments ne sont pas là pour apporter un avantage particulier sur un adversaire lui aussi particulier. C'est un choix vraiment assumé et volontaire qui justifie très bien dans le scénario. Tous les souffles disposent de la même origine et les différents styles sont dérivés les uns des autres. Il y a juste une hiérarchie assez claire des souffles, avec le soleil tout en haut qui surclasse tous les autres, c'est normal, c'est le style originel, puis les 5 principaux et enfin les déclinaisons de chacun. On notera d'ailleurs que les 2 seuls styles sans sous-déclinaison ont été attribués au plus puissant des démons de Muzan, lui-même ancien pourfendeur, et à Gyomei, le plus puissant des Hashira. Après, bien évidemment, si certains styles sont hiérarchiquement supérieurs à d'autres, l'utilisateur du souffle, il est bien évidemment l'élément le plus important. Ainsi, si vous avez une mauvaise santé comme le père de Tanjiro ou un manque de talent comme le frère de Rengoku, ça limitera toujours vos capacités, peu importe le style que vous allez utiliser. Si le ton global reste plus léger que bien d'autres shonen, on passe facilement d'un moment amusant à un moment plus touchant ou angoissant. Les adversaires sont forts, très forts, et on craint également pour la vie des protagonistes. Aucun combat ou presque n'est gagné d'avance, et le pouvoir de l'amour, de la volonté et de l'amitié atteignent très vite leurs limites. Cela permet vraiment de mettre en avant les liens des personnages. On croit davantage à l'amitié des personnages qu'on les voit combattre ensemble et s'entraider coûte que coûte, plutôt que de partir chacun dans son coin effectuer un duel. Avoir confiance
confiance en ses amis, d'accord, ok, mais de là à les laisser affronter l'inconnu et peut-être la mort, c'est pas très crédible en fait. C'est une facilité que l'on retrouve beaucoup dans les Neketsu, et le plus souvent, tout est bien qui finit bien uniquement car chacun a eu la chance de tomber sur le bon adversaire. Alors oui, ça permet de créer des interactions intéressantes, mais quand c'est systématique, ça gâche un peu la surprise et ça devient lassant. Passé les lunes mineures, chaque adversaire a une force démesurée qu'aucun des protagonistes ou aucun des Hashira ne peuvent vaincre seul. Chaque lune supérieure est un roi de l'anti-jeu avec une force, une vitesse et une régénération complètement démesurée, tandis que chaque chasseur de démons, peu importe sa force, peut mourir en un seul coup s'il n'est pas vigilant. Les personnages coopèrent parce que c'est la seule option envisageable, la seule qui peut apporter la victoire. Même un personnage comme Rengoku, décrit comme étant un génie et doté d'un chara-design qui aurait fait de lui un personnage quasi invincible dans n'importe quel autre shonen, se retrouve incapable de vaincre Akaza si le démon décide d'utiliser toutes les solutions à sa disposition pour gagner plutôt que l'honneur, y compris la fuite. Et justement, l'intérêt est double. D'un côté, on croit véritablement à l'attitude héroïque du personnage, et aussi on se dit, mais oulalalala, mais qu'est-ce que ça va être par la suite si cet adversaire n'est que le 4ème démon le plus fort obéissant à Muzan? Les power-ups dans Demon Slayer existent mais restent occasionnels et ne sont jamais véritablement drastiques. Aucun personnage qui a été capable de soulever une grosse pierre au début du manga ne finira par soulever une montagne du bout du doigt à la fin. L'absurdité de la puissance est présente mais seulement du côté des antagonistes et ça fait vraiment du bien. Les shonen les plus populaires misent souvent sur des univers et des histoires très complexes pour séduire le public et se distinguer les unes des autres. Une complexité qui demande aux spectateurs de s'investir pleinement, ce qui offre à la fois de la profondeur à l'œuvre, mais qui apporte souvent pas mal de confusion. Ce n'est pas étonnant si les chaînes spécialisées fonctionnent aussi bien ou si vous avez apprécié votre vidéo sur Gojo et ses pouvoirs compliqués à appréhender. On est bien loin des simples variantes de Kamehameha ou du spam des météores de Pégase. Demon Slayer, c'est le pari de ne pas faire durer une œuvre outre mesure, d'aller à l'essentiel et d'arrêter quand ce qui devait être raconté a été raconté. Lire Demon Slayer, c'est facile, ça ne demande pas trop d'investissement, bref, c'est ouvert à tous et la durée du manga permet également d'éviter la classique mauvaise fin, rushée ou insatisfaisante. On pourrait encore vous lister bon nombre d'éléments subjectifs pour expliquer le succès de Demon Slayer, mais en dehors du contexte dans lequel il a connu le succès, il y a un élément qui prévaut plus que tous les autres. La majorité des œuvres qui connaissent un très grand succès ne sont pas mauvaises. Rares sont les chefs-d'œuvre pour autant, mais ça serait de la mauvaise foi de dire que ce sont souvent les œuvres les moins intéressantes qui attirent le plus le public. Après voilà, à vous de savoir lesquelles méritent de retenir ou non votre attention selon vos propres goûts et votre personnalité finalement. Mais au-delà de leur qualité, c'est surtout la présence d'un bon anime qui permet de mettre en avant un manga. Est-ce que c'est l'originalité du concept qui a poussé One Punch Man sur le devant de la scène par exemple? Ou simplement la qualité globale de la première saison de l'anime? Est-ce que le manga s'est véritablement essoufflé par la suite? Spoiler non, il a jamais été meilleur que maintenant. Ou simplement, est-ce que la saison 2 de l'anime a déçu les fans? Et donc la réponse c'est oui. Parce qu'en réalité, Demon Slayer n'est pas un cas isolé, il est juste le témoin d'une nouvelle tendance. Produire moins d'animes fleuves, moins d'épisodes, mais produire mieux. Beaucoup de fans pensent que le budget des studios est responsable de la qualité finale de la production, mais en fait c'est un faux argument parce que la plupart des studios, ils ont des budgets similaires. Et c'est plus le talent des équipes et le temps de production qui vont massivement déterminer le rendu final. Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ils ont tous bénéficié d'un anime de qualité et qui présente des scènes mémorables. A l'inverse, si on prend des mangas exceptionnels et même plus originaux comme Kingdom, ils se retrouvent vraiment plus bas dans les classements faute à un anime vraiment catastrophique en CGI sur les premières saisons. On ne compte par exemple plus le nombre de fans qui se sont désintéressés de Bleach en découvrant l'arc Boon. Et comment expliquer qu'un manga comme Hunter x Hunter connaisse aujourd'hui un tel succès, tandis qu'un manga tout aussi intéressant et assez similaire comme Toriko finisse par tomber dans l'oubli, si ce n'est à cause de la différence de traitement qu'ils ont reçu, à la différence de qualité de leurs animes respectifs. Car la réalité du marché du manga, c'est aussi une réalité économique. Il faut faire des choix, il faut mettre en avant des œuvres plus que d'autres, et conduire certaines à une popularité immense, tandis que d'autres auront un succès plus modeste, malgré de grands atouts également. Bref, certaines œuvres n'ont clairement pas le succès qu'elles méritent, mais globalement, celles qui fonctionnent ne font pas partie des fonds de tiroir non plus. L'anime Demon Slayer ne comporte pas vraiment de scènes inutiles, les saisons à l'occidental créent de l'attente, la diffusion sur des plateformes comme Netflix permet à un plus large public de découvrir l'œuvre, et comme elle est plus accessible, elle a plus de chances d'intéresser un néophyte que One Piece et Naruto, qui vous demanderont un mois de congé pour rattraper votre retard. Enfin, le film Demon Slayer dispose d'une très belle animation et des scènes de combat exceptionnelles.
Mais de manière générale, et pour être tout à fait franc, bah je trouve qu'il est un petit peu ennuyant et que l'histoire passe vraiment au second plan. Ah, je suis désolé, mais on s'ennuie pendant les passages dans le train avec les rêves de chacun, ça ressemble presque à un filler. Mais la force de ce film, bah c'est de proposer une suite directe à la saison et non une histoire pseudo-canonique ou externe comme la plupart des films de manga. C'est incontestable, Demon Slayer est un très bon shonen. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas non plus un manga surcoté en fait, mais c'est surtout le témoin parfait de son époque, où chacun dispose d'un temps de plus en plus limité pour faire de plus en plus de choses. Un temps où les choix sont importants et où les loisirs trop chronophages deviennent une contrainte pour beaucoup. À quoi bon commencer un animé de 500 épisodes si c'est pour jamais le finir? Bref, vous savez saisir l'idée je pense. Dans une société qui va vite, Demon Slayer est un choix plus raisonnable pour le grand nombre. Un retour sur investissement immédiat. On espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur Demon Slayer et qu'elle vous aura apporté une réponse satisfaisante par rapport à la question initiale. Dites-nous en commentaire s'il y a des licences que vous souhaiteriez qu'on traite sur la chaîne. On fera uniquement des sujets de notre choix, des choses qui nous plaisent, mais peut-être que vous allez nous donner des idées, alors vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à voir les vidéos de mon autre chaîne si vous n'y êtes pas abonné et à me suivre sur Twitter et TikTok pour découvrir d'autres contenus. Et d'ailleurs, j'y pense. Pensez aussi à insulter Azuria dans les commentaires pour qu'il arrête de se cacher derrière mon dos et qu'il lance enfin sa chaîne jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao!